moins vous faire le résumé au moins de ce qu'il présente. Prends des notes, puis je peux vous raconter ça au moins. Mais là, au moins, vous l'avez vu sur YouTube, là. Oui, oui, Ouais, oui. moi aussi. Oui. La version sur YouTube est abominable, là, et Ah oui. c'est que Ah les oui. gens crient sans cesse, et puis quand ils crient, on comprend plus ce qu'ils Plus disent. rien. Oui, on comprend Ouais, rien. exactement. On comprend Ouais, rien. moi, je trouve, enfin, je sais pas, là, je n'avais pas pensé à ça, mais je trouve que ça contribue au naturel, là. C'est le chaos, là, quelque chose qui est, bon, c'est vraiment aussi chaotique, crotté, On le voit comme ça, oui. c'est du cinéma vérité, il faut prendre ça comme ça, là. Voilà. Honnêtement, j'ai Avec pensé les à la même chaos, chose. certains moments. Ouais. Je me suis dit exactement la même réflexion. Je me suis dit, c'est peut-être même fait exprès que ce soit aussi mauvais. Je n'ai pas pensé une seconde que j'avais une mauvaise version. J'ai pensé qu'il avait fait exprès de mal filmer tout ça pour que justement on y comprenne rien. Des fois qu'on Mais je analyse. dois vous dire que moi, qui ai eu la meilleure version, on comprend quand même pas grand-chose quand ils se mettent à hurler toute la gang en même temps, puis à crier toute la gang en même temps. Ils ont tous des accents à couper au couteau, là, chacun a sa façon de prononcer qui est dur à comprendre. Alors, même la meilleure version, c'est un peu chaotique quand même, je penserais. Là. Je sais pas, je n'ai pas vu l'autre. OK. Mais moi, je l'ai pas Et vu. quel film quand même, hein? Il là là! Christian, Ouais. quel film que tu nous as fait regarder là? Ben, moi, je me disais ça moi-même, là, je ne l'avais pas vu avant, là, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre avec Robert Morin. Ben, il y en a qui sont plus policés, il y en a qui prennent tu sais, la vie de quelqu'un là, dans des milieux cossus et tout ça, là, mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va nous donner. Là, tu sais. Bon, là, on le savait, on savait jamais le sujet, là, donc je savais que ça n'allait pas être joli, là, c'est sûr, là, mais bon, c'est vrai, mais il nous amène à voir des choses qu'on n'a pas envie de voir, là, ben, c'est un peu comme la clinique aussi, là, tu sais. Oui, oui, Eh oui. c'est le cas de le dire. On n'avait pas envie de voir tout ça, là. C'est l'horreur en permanence, là. Ben, le terme technique, on l'a à la fin, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est pas sorcier, l'enfer, c'est ça, là. C'est un état dans lequel se mettent les humains dans certaines configurations de leur désir. Oui. Ouais, ouais, je me demande même si c'est pas un peu universel. Ben, oui, ben, en fait, c'est ça la thèse du film. Là. C'est seulement, c'est comme dit presque en toutes lettres, ça, c'est une sorte de version concentrée de la société de consommation normale, là, tu sais, que le même paradigme, sauf qu'elle se satisfait d'objets monnayables. C'est bon. Mais là, c'est concentré dans une substance très intense qui donne directement la jouissance, là, bon, plutôt que d'avoir toutes sortes de médiations sociales, publicitaires et tout ça. Là, bon. Alors, donc, du point de vue de Morin, eux, au moins, sont honnêtes, alors que les policiers, bien évidemment, c'est l'injure suprême à la fin. Hypocrite! C'est toujours ça son problème à Morin, là, c'est que bon, l'ordre public, c'est une affaire d'hypocrite parce qu'au fond, ils sont pareils que les méchants, les ratés, les hors-la-loi. Bon. Mais quand tu parles de configuration de désir, bon, enfin, moi, j'ai pas perçu tout ça dans ce que j'ai vu du film. Je Ouais. trouve que ce sont des gens qui sont plutôt un peu écrasés par le sort, je sais pas s'ils ont choisi grand-chose, je sais pas. Ben, Pas sûr. ben je ne vais pas parler de choix. Là. Enfin, sauf que il y a une certaine, ce qui est intéressant, il y a une certaine conscience d'eux-mêmes. Hein? Ils ont une certaine idée de qu'est-ce qui les a menés là. Tu sais, bon. Bon, il a bien fallu qu'ils décident ben, de faire ça, ce serait mieux que de faire ce que la société attend de moi, tu sais, puis de persister là-dedans, puis que tout, comme la prostitution, absolument n'importe quoi, vaut la peine si je peux avoir ces quelques minutes de bien-être. Bon, c'est une façon de. Puis il y a une aspiration au bien-être dans tout ça. C'est du désir. Hein? Et puis, mais c'est mis dans une sorte de forme intense et concentrée, puis c'est mis dans la balance avec toutes les médiations sociales qui sont. En tant que médiation, ce n'est pas de l'immédiat. Donc, on est prêt
à tous les échanges inégaux, périlleux, etc., si on peut avoir cette expérience immédiate de bien-être, d'ataraxie, où, au fond, on se fout de tout, là, ça nous est décrit. C'est même pas une sorte de plaisir intense, c'est de l'absence. C'est se ficher de tout. Hein? C'est la fille, nous décrit ça à un moment donné, la fille aux cheveux bleus. Là. Puis la lesbienne aussi. Là. Hey, les cheveux étaient bleus pour vous autres? Hein? Les cheveux étaient bleus? Oui, il me semble qu'il y en a une qui avait les Oui, cheveux. ils sont verts. Ah, ben, OK. Là, bon, vert. Bleu, vert, bleu, vert. Non, non, mais peut-être que la version est plus ancienne, la couleur a changé, justement. Non, mais je dis ça comme ça, là. Je veux dire, je ne tiens pas. En tout cas, bon, c'est pas un détail. Ouais. Oui, c'est ça, elle dit que ce que ça fait, c'est qu'elle peut se faire mal, elle sent rien. Donc, c'est comme Ouais. la drogue permet comme une indifférence, même pas du plaisir, une indifférence. Oui. Ouais. Une sortie des aléas de la. C'est ça. C'est là la configuration. Là. C'est les aléas de la transaction, de l'échange avec un monde extérieur. Ça, finalement, c'est trop d'exposition de soi, c'est trop de risques. Alors, on préfère aller couper ce rapport-là avec ce monde extérieur incertain pour finalement se centrer dans un monde intérieur à l'abri des stimulus extérieurs comme Pic, par exemple, qui est au bout du processus, là. Pic qui est dans un univers mental que personne de normal peut comprendre, là, tu sais. Mais la beauté de l'affaire, c'est que c'est lui qui a le dernier mot, là. À la fin, c'est comme un genre de film de zombie, là, où on le croit mort, puis il se lève, puis c'est lui le dernier survivant. Puis c'est lui qui filme, tu sais, puis c'est le dernier qui reste debout là, à la fin, alors qu'il était couché tout le long du film. Et il a été seulement dans son univers mental intérieur tout le long. Alors, c'est quoi le message de ça? Là? Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que, en tout cas, le concept, si vous voulez, qui surnage après tous ces films qu'on a vus de Morin, c'est peut-être le concept de barricade ou de blocage, de protection excessive contre les aléas de la vie. Hein, Oui. on a vu ça dans le film là où il y avait des Amérindiens. On a vu Reggie qui était barricadé dans une cabane sur une île. Bon, l'idée de barricade. Et puis là, on voit que l'idée de barricade est associée à une sorte de plaisir excessif. Hein, le plaisir de la drogue, mais n'importe quel plaisir excessif est curieusement suffisamment traumatisant pour impliquer la barricade. Au fond, c'est ça l'idée, c'est que le traumatisme, la barricade est liée au traumatisme et le traumatisme est lié à un plaisir excessif. Alors, il y a comme il est lié à une violence excessive, mais au fond, c'est l'excès qui fait le trauma et qui fait qu'on se barricade. Hein. Mais alors, est-ce que c'est l'excès de la jouissance ou la jouissance de l'excès? Hein? C'est la poule et l'œuf. C'est qui s'alimentent l'un et l'autre. Ça pourrait être la formule de la toxicomanie, en fait. Mais ça pourrait être aussi la formule de l'argent. Hein? Je veux toujours plus d'argent. Exactement. Le parallèle est tracé comme un syllogisme au milieu du film, oui. C'est ça. Les patrons, sont comme nous, là. Ils veulent toujours plus d'argent. Comme nous, on a besoin de toujours plus de drogue. Chacun consomme, là. Nous, on consomme ça. Eux consomment de l'argent, puis il n'y a pas de limite supérieure, là. Toujours plus. Oui, il n'y a pas de limite supérieure. Une fois qu'on a dépassé la limite qui nous est allouée et qui nous fait entrer dans l'excès. Oui, là, on retrouve ton schéma, là. Oui. La sinusoïdale là, qui se transforme en un genre d'asymptote à un moment donné. Voilà. Quand tu dépasses ta limite, eh bien, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. Donc, ça peut mener qu'à la verticale de l'asymptote,
c'est-à-dire à la mort. Hein? Puis c'est relié aussi on disait la dernière fois, la mort, c'est un état du regard. Hein? Donc, il y a toujours une sorte de témoin objectif qui n'est même pas le sujet, qui est la caméra elle-même, qui joue le rôle de Dieu dans cette affaire-là. Ça nous est révélé à la fin. Là. Hein? L'image médiatique, c'est l'équivalent de l'Église et elle appelle une confession. Hein? Puis au fond, c'est dit dès le début, il faut recueillir pour une fois le vrai témoignage, la confession des gens qui sont seulement vus comme des démons de l'enfer. Là c'est le point. Là, on a la vraie confession là, des démons, sauf que la plupart meurent. Le journaliste témoin objectif est curé et hors jeu. Alors, en fait, à la fin, c'est le zombie qui prend la caméra. Hein? L'être qui est vraiment passé au-delà de la subjectivité, l'espèce de mort vivant, qui est le seul témoin valable de tout ça, là, dans un état comme au-delà du sujet et de l'objet. Christian, moi j'avais vu ça un peu, enfin, c'est notre point de vue, mais j'avais vu la caméra comme la raison de la vie. C'est-à-dire un peu comme dans un des films qu'on avait vu, Yes Sir, Madame. Le fait que la caméra existe, l'histoire existe. S'ils ne l'avaient pas pris, enfin, le fait de montrer leur version, c'était comme un témoignage voilà, comme tu dis, toi tu parles de confession, moi je me dis, leur histoire existe et est réelle parce qu'on peut la témoigner. Et à partir du moment que il n'y a plus de douleur, il y a mort. Enfin, c'est-à-dire ils échappent à la douleur avec la drogue, puis ils échappent à la vie avec la mort, ironiquement. Mais juste pour mourir, il faut quand même être en douleur, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un échappatoire, ils sont encerclés. Et là, je me disais que la caméra, en fait, tant qu'on peut dire une histoire, c'est vrai que c'est un mort-vivant, celui qui est allongé tout le temps et qui se réveille, mais je me dis, mais tant que quelqu'un prend cette caméra, alors l'histoire peut continuer, la vie peut continuer, on peut continuer à y échapper peut-être ou pas, alors avec d'autres drogues, avec d'autres consumerism. Mais je me disais que tant qu'il y a quelqu'un qui filme, tant qu'il y a vie, donc l'histoire peut continuer. C'est-à-dire tant qu'on te raconte, tant que quelqu'un dit ça à voix haute, c'est que ça va exister. J'ai vu ça d'un point de vue plus, une autre échelle en fait d'analyse. Sans qu'on prenne la caméra, c'est fini, tout s'arrête, les versions s'arrêtent, il n'y a pas de vrai, de faux. C'est peut-être la justification de l'artiste et du cinéaste en particulier. Ouais. Hein? Mais en même temps, il y a l'idée que la parole a été écartée Oui. et on ne peut la remplacer que par un média qui, dans son essence même, est mensonger, qui est la caméra. Donc la caméra témoigne, certes, mais témoigne mensongèrement que la parole est perdue. Hein, donc, mais à la fin, justement, c'est le médium public qui reprend le contrôle de la caméra, là, puis c'est intégré dans le récit social. Donc, finalement, le zombie n'est pas vraiment le dernier mot. C'est le médium public, privé, qui a connu une brève parenthèse de son monopole, et puis les choses reviennent à la normale à la fin. oui. On retrouve le point de vue de la société sur les exceptions au social. Oui. Ça a été vécu comme quelque chose d'agressant quand même, parce que il y a la scène là par exemple où ils ont essayé de l'humilier quand il était aux toilettes. Ils ont tourné la caméra contre lui et puis ils ont fini par le prendre comme un otage aussi. Donc, oui. Là, il y a un détail qui m'a frappé, là, et c'est sans doute pas un hasard dans le scénario, c'est que lui aussi, on le soumet à l'épreuve de vérité. Là. On essaie de le faire parler, d'obtenir, de l'interviewer, pour savoir s'il se torche de la main gauche ou de la main droite. Hein? Puis on avait posé la même question aux policiers à propos du vote. Hein? Est-ce qu'il vote, il vote pour la jambe gauche ou la jambe droite? Bon, bon,
bon, c'est dire que les choix qu'on nous donne, au fond, dans une société libérale, ça revient au même, donc c'est indifférent, donc c'est comme de la merde. Et c'est ça que, enfin, c'est une des choses que Morin aime mettre à nu, là. Bon. Alors, bon, les drogués assument ça, cette espèce de statut excrémentiel de la société libérale, qui est l'abomination suprême là, pour Morin, sans doute. Alors, bon, là, il nous montre une alternative possible, mais foncièrement suicidaire. Ce n'est pas censé être un modèle, ça, j'espère, mais ça nous montre une sorte d'exaspération des impasses où nous accule la société capitaliste. Et, bon, mais on voit pas de. En fait, on voit pas vraiment de porte d'issue dans ces films. Là. Il y a une sorte de passage à la limite, une sorte de logique interne de la société là, et qu'elle est hypocrite de vouloir réprimer quand elle lui tend un miroir. C'est ça. Mais en fait, c'est ça l'impression que ça me donne, c'est qu'il s'installe dans le miroir et puis il n'en sort pas. C'est-à-dire que le caméraman est celui qui est filmé, et alors que tout à l'heure, c'est lui qui filmait. Je veux dire, il y a cet aller-retour là du regardant regardé, qui n'en finit pas comme ça de tourner en rond, où tout se ressemble. Je veux dire, et en même temps, on essaye de fixer les choses dans la perspective du regard, c'est-à-dire en cernant les choses. C'est-à-dire, la seule façon, au fond, de bloquer cette roue qui tourne de plus en plus vite, là, du regardant regarder, c'est d'utiliser, au fond, la capacité première du regard, qui est de cerner son objet, c'est-à-dire de lui tracer des limites. Alors, bon, toute la conception de Morin se centre sur l'idée de frontière et l'idée de limite, la limite des Amérindiens qui prennent leur indépendance, ou de l'avion qui va survoler ces Amérindiens, du bateau qui va chez ces Amérindiens, ou bien ici de la police qui vient pour rentrer et qui ne peut pas rentrer, et qui cerne l'appartement. Enfin, au fond, l'appartement, c'est comme le territoire amérindien là, de l'autre film. C'est un segment territorial très réduit du pays qui déclare son indépendance et sa souveraineté. Donc, il est dans un rapport d'extrême irritabilité au monde extérieur. Il peut seulement avoir un rapport violent. Il est comme coincé entre son solipsisme narcissique et une sorte de rage envers toute extériorité. C'est ça, parce que... Et qui est la condition même du drogué, en quelque sorte. C'est ça leur mode d'être qu'on voit. Là. Ils sont tous comme ça individuellement aussi, là, plus ou moins. Sauf qu'il y a quand même une sorte de solidarité. Ils font quand même appel à une sorte de solidarité morale entre eux. Hein? C'est très intéressant, à la fin, la fille qui fait une sorte d'analogie très directe entre l'amour et le sexe et la consommation en commun. Là. Bon, il y a une sorte, on dit en anglais, honor among thieves. Hein? Ils font toujours appel à une sorte de certaine conception de l'honneur, même entre eux. Hein? Donc, il y a une sorte de socialité, même, qui est presque d'utopie sociale à leur échelle, à même leur pratique. Oui, on doit tout partager. Oui. L'idée d'égalité aussi, hein, donc responsable dans l'égalité. Ah oui, puis il y a aussi le personnage avec la mitraillette, là.
sa propre confession personnelle. Il semble être, ce qu'il dit, il dit explicitement que sa trajectoire, c'est une sorte de frénésie d'identité conçue dès l'enfance, où il imposait son identité comme une sorte d'image de force. Euh, bon, qui a même fait graver sur son bras, là, probablement qui s'appelle Brûlé, puis évidemment, pour donner plus de pouvoir à son assertion, il écrit son nom Burn avec une croix. Bon. Et puis, il s'impose par la violence de ses mains d'homme à homme, donc l'idée d'égalité, mais en même temps, l'effort forcené de performer une identité qui ne doit rien à personne, au point que cette identité devient indépendante et si on l'appelait par son vrai nom, qui est probablement Brûlé, il ne se reconnaîtrait pas. Il est complètement identifié à sa persona d'égal farouchement indépendant, en quelque sorte, qui devient comme indépendant de son sujet. Et bon, ce monologue est assez intéressant. Et bon, mais c'est une sorte de... Mais là aussi, c'est la formule d'une sorte de solipsisme qui se dégage de son sujet, l'idée de la construction de soi qui devient indépendante du sujet et qu'il faut alimenter comme une sorte ou peut-être alimenter cette espèce de décalage entre cette construction du soi qui peut ben c'est lui qui tient la mitraillette, hein, c'est lui qui a eu qui a certainement pas par hasard la mitraillette parce que c'est plus efficace que les poings, qui est toujours en mode défensif, agressif pour défendre une individualité qui, au fond, lui correspond même pas. C'est l'amour-propre, en fait. C'est-à-dire que si on veut se cerner, c'est-à-dire que si on veut se trouver des limites, il faut faire exister ces limites et pour que ces limites existent, pour qu'elles réussissent à se dessiner à un niveau sensitif, si vous voulez, pour qu'on puisse les sentir, ces limites-là, il faut qu'elles soient, au moins pour un certain temps, stimulées ou irritées. C'est-à-dire, il faut que notre conscience soit fascinée par ces limites-là pendant un certain temps. Sinon, on risque de les oublier et elles risquent de disparaître. Alors, il importe, si vous voulez, de les maintenir stimulées pendant au moins un certain temps pour que notre conscience s'installe, si vous voulez, dans ces limites-là comme étant des limites importantes pour notre être. Hein. Donc, d'où la nécessité de construire cette stimulation des limites. Donc, se mettre en opposition avec la police ou se mettre en opposition avec l'État ou avec n'importe quoi d'autre me permet de stimuler mon enveloppe personnelle, si vous voulez, ou mon enveloppe collective. Au risque d'oublier, de perdre le sentiment vivant du contenu de l'enveloppe. Voilà. Et donc, toute l'énergie de ce contenu frustré est comme investi dans ce qui fonctionne, c'est-à-dire le contact rugueux et irrité avec le monde extérieur. Oui, c'est ça. Et en tout cas, dans les films qu'on a vus, le fait de la parole est complètement rejeté. Là, je me rappelle dans le film précédent, ce moment où on prend le téléphone et pof, on le jette par-dessus bord. Donc, il n'est plus question de parler. Et donc, dans ce film, il n'est pas question de parler avec la police. En revanche, il est question de parler, de témoigner de soi, hein, comme si parler ne suffisait pas.
il fallait plus que parler, il fallait témoigner de soi parce que on est déjà coupé de soi, donc on ne peut qu'avoir des traces subtiles de soi dont on témoigne, mais on ne parle pas directement. La parole n'est pas immédiate, elle est comment dire, elle est médiatisée par le témoignage de soi. Un peu Elle comme... est cadrée, elle doit être cadrée. Hein? Voilà, voilà. S'il n'y avait pas un interlocuteur, et non seulement un interlocuteur, mais un interlocuteur objectif, comme la caméra, celui qui tient la caméra, qui est la conscience du social en même temps, probablement qu'ils prendraient pas, ces gens-là ne prendraient pas la peine de trouver une sorte de cohérence à leur récit de soi. Ils seraient dans les réactions continues. Là, ça leur donne une réflexivité parce qu'il y a un témoin objectif qui tient la caméra. Et tout en reconnaissant qui est en soi aussi un irritant, et plus qu'un irritant, parce que, comme dans les autres films, la caméra se transforme très facilement, ou enfin, face à la caméra, il y a très facilement un fusil qui sort. Là, hein? On l'a vu encore, là, Yellow qui brandit de pistolet dans la figure du caméraman pour lui arracher la caméra, finalement. Et le caméraman est mis dans la même catégorie que les cochons. Hein? Bon. Donc, la caméra est comme autonomisée en quelque sorte. Et elle a toujours un peu partie liée avec les armes à feu. Hein? Bon, et puis en anglais, c'est le même terme. Hein? To shoot a film, shoot a gun, c'est le même verbe. Pointer, mettre dans le collimateur, pointer, tirer. Et donc, il y a un élément de violence. C'est comme une sorte de permutabilité entre le regard cadré par la caméra et le canon de fusil qui évidemment, qui accule le sujet, qu'il met à la frontière de la vie et de la mort. Et l'image médiatisée a un peu le même rôle, en fait. Elle le met... ben, au fond, le forcer à témoigner, c'est aussi le témoigner de ce qui va rester après sa disparition. Donc, c'est toujours et la persona, c'est aussi ça. C'est une sorte de masque de performance qui est indépendante de la vie ou de la mort du sujet qui est toujours occupé par différents objets. Donc, cette réflexibilité qui est enregistrée par un témoin devient quelque chose à quoi se rapprocher, à quoi se raccrocher. Et pourtant, c'est aussi une sorte de variation sur le fusil. Alors, c'est ce voisinage de la mort entre l'image et l'arme qui est probablement une clé de ça. Là. Oui. C'est-à-dire que, bon, la violence est le facteur principal de progrès dans cette démarche-là. Alors que, avant que cette démarche ne s'enclenche, c'est la différence, qu'elle soit sexuelle ou commerciale ou peu importe lesquelles, les différences, elles ont un effet comme ça de stimulation. Mais à un moment donné, les différences n'ont plus un effet de stimulation et ça devient la violence qui s'oblige, qui est obligée de prendre le relais finalement. Exactement, parce que l'échange a perdu sa consistance. Hein? L'échange se ramène à la différence de l'argent, qui est comme la différence de la merde, là, même chez Freud, là, il y a quelque chose d'une homologie entre l'argent et la merde, parce que c'est l'indifférenciation. Hein? Tous les échanges se valent du point de vue de la valeur d'échange capitaliste. Hein? Donc, tout ce qui reste, comme pour essayer de remplacer un usage ou même j'aime pas le mot usage parce que ça se présuppose une utilité, mais mettons, qui se crée à la place du don, par exemple. L'échange don, où il y a une sorte de tension de la différence qui donne une substance à l'échange. Mais ça disparaît avec le capitalisme.
Alors, pour essayer de retrouver l'équivalent de ça, c'est sûr qu'il faut passer à la limite, essayer de comme retourner la table de jeu là, du casino, là, puis être dans la violence. Ça crée un dernier surcroît de différence, là, mais très, très fugitif. C'est pour ça que la violence est en escalade, doit être en escalade, parce que ça n'a pas l'efficience du don, mais ça en tient lieu. Oui, écoutez, là, on est en train de s'envoler un petit peu. Ouais. Oui, ben là, donc, c'est peut-être le moment peut-être d'appliquer la méthode. Là. Les signifiants récurrents, là, ici, ce serait quoi? Oui, c'est ça. Mais bon, je pense que l'idée de caca est importante dans le film et on doit pouvoir la comprendre dans son rapport justement au regard, hein, parce que nettement, le film fait le lien entre caca et regard, puisque c'est le caméraman qui est aux toilettes et qui est filmé en train de déféquer. Donc l'image, c'est de la merde, la démocratie électorale, c'est de la merde, l'argent, c'est de la merde. Et puis, au fond, qu'est-ce qu'on s'injecte aussi? Quelque part, c'est un peu de la merde, mais plus intéressante. Là, bon. Mais... Il y a Pic aussi qui fait dans ses pantalons. Là, ah oui, j'avais manqué ce côté-là. Ah, oui. Oui, oui, il y a une scène où il parle de ça, là, il vient de se chier dessus, je cite. Mais, bon, chier, c'est quand même définir une extériorité à soi et face à cette extériorité, conquérir une certaine identité. Hein. Oui. Donc, si vous voulez, il y a un certain rapport entre chier et être regardé. Hein. C'est le point duquel on me regarde, c'est le point où j'ai chié. C'est drôle de dire ça, mais c'est pourtant vrai. C'est ce que j'ai produit, ce que mon corps a produit, c'est ma propre extériorité. Hein. Comme... Ah ben oui, c'est ça, parce que normalement, on n'est pas très conscient de soi dans cette position-là. Et là, tout d'un coup, c'est retourné, là, et il devient lui-même objet. Il devient lui-même extime, comme son propre sur le même plan que l'excrément. Mais d'un regard qui est celui de qui, en fait? C'est celui de caméra, mais de personne. Oui, c'est ça. C'est ce que Freud appelle le jugement d'attribution, hein, dans son fameux texte sur la dénégation. Il définit les deux opérations principales de l'esprit, qui sont, enfin, de l'esprit à sa naissance, si vous voulez, qui sont le jugement d'attribution, c'est-à-dire c'est le moment où l'enfant projette hors de lui, enfin, projette les choses qui lui sont désagréables, hein, et en projetant, en écartant les choses qui lui sont désagréables, il crée son extériorité. Donc, ça s'appelle le jugement d'attribution. Et une fois que l'enfant a créé son extériorité par le jugement d'attribution, il lui faut déterminer à chaque fois qu'il regarde quelque chose si ce quelque chose existe à l'extérieur de lui ou s'il est à l'intérieur de lui. Donc, il doit faire à ce moment ce que Freud a appelé le jugement d'existence. Donc, il y a un jugement d'attribution par lequel je définis mon extériorité et le jugement d'existence qui doit me permettre de ne pas halluciner des choses qui seraient en fait intérieures mais que je croirais être à l'extérieur. Hein? Donc,
Je ne sais pas où je m'en allais là, mais bon. J'aimerais insérer quelque chose sur le titre du film et le vers dont enfin, la strophe dont il est tiré, qui est cité à la fin. Je l'ai devant moi, là, et ça concerne aussi les fluides corporels. Alors, je voudrais peut-être soumettre ça à votre méditation. Et meurt Paris ou Hélène, quiconque meurt, meurt à douleur, tel qu'il perd vent et haleine. Son fiel se crève sur son cœur, puis sue, Dieu sait quelle sueur. C'est François Villon, hein? C'est ça. Donc, c'est la fin du Moyen Âge, donc c'est pas très facile à suivre. Bon, si j'essaie de déballer ça, bon, que ce soit quelqu'un de célèbre comme Paris ou Hélène, quand on meurt à sa propre douleur, une douleur telle qu'on en perd le vent, qu'on perd le souffle. Son fiel se crève sur son cœur. Hein? Donc, ces sécrétions internes, c'est ça, c'est presque clinique, là, ces sécrétions internes qui se déballent sur le cœur, puis ça sort. Hein? Puis sue, Dieu sait quelle sueur, point d'exclamation. Hein? Donc, il y a une sorte de fluide intérieur amer qui se déverse sur le cœur, puis ça sort par la peau. Et là, on invoque même Dieu tellement c'est épouvantable. Dieu sait quelle sueur, les sueurs de l'agonie. Hein? Bon, ces gens-là, finalement, ils vivent une sorte d'agonie au ralenti ou d'agonie sous contrôle. Ils sont toujours plus ou moins en sueur. Mais c'est ça, il y a l'idée de la sécrétion qui se transforme en sécrétion à l'occasion de la mort. Hein? C'est ça, c'est une anatomie de la mort. Ça, Exactement, oui. Des affres de l'agonie. Hein? Oui. Curieusement, ce terme à douleur, moi, je ne le connaissais pas chez Villon, je le connaissais chez Louis Aragon, qui l'a intégré dans son poème Celui qui meurt d'aimer. Heureux celui qui meurt d'aimer. Où il reprend exactement celui qui meurt à douleur. Oui, enfin, je pense qu'il reprend le vers complètement, mais il l'intègre dans un tout autre poème. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il meurt à la douleur, c'est-à-dire qu'il cesse de souffrir, ou est-ce qu'il meurt avec douleur? Mais ici, on dit une douleur telle qu'il perd vent et haleine, puis ça n'a pas l'air très agréable la suite. Là, son fiel se crève sur son cœur, puis sue, Dieu sait quelle sueur. Il y a quelque chose d'indicible que Dieu seul sait là, dans cette sueur. Il meurt à douleur, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire exactement. Mais quand on connaît François Villon avec ses... Non, et qui vivait dans ce genre de milieu-là, là, au Moyen-Âge. Hein, bon. Et puis, il avait une passion pour la mort, hein, quand même. Oui. Il a écrit La Ballade des pendus. Oui. C'est pas peu, là. C'est vraiment le poème le plus scabreux jamais écrit. Où il décrit je sais pas, la physiologie de la mort ou l'anatomie de la mort, je sais pas comment. Voilà, ça rejoint ce poème, là. On sue, Dieu sait quelle sueur. Hein? Bon, oui. Ouais. J'ai dû voir ça de près, oui. C'est ça. Peut-être qu'il allait voir les étudiants en médecine, comment ils faisaient leur dissection. S'il y en avait à cette époque. Je ne suis pas certain. Là. Pour moi, c'est simplement d'avoir fait de la prison lui-même, là, puis d'avoir vu les condamnés et les pendus de près. Un beau aussi, hein, un peu cette descente aux enfers. Là. C'est vrai. Il a un poème d'ailleurs qui s'appelle, ou bien un recueil de poèmes qui s'appelle... Une saison en enfer. Oui. Saison en enfer, oui. Mais écoutez, c'est pour reprendre sur le rapprochement entre le regard et la défécation.
bon. J'ai jamais eu le courage vraiment de pousser plus loin cette ressemblance, en fait. Mais je dirais, elle mériterait réellement d'être analysée plus profondément. C'est peut-être plus particulièrement le regard objectivé de la caméra, le regard détaché du sujet et qui se promène et qui est comme sécrété ou excrété quotidiennement par les écrans aujourd'hui. Donc, c'est une sorte d'autonomie indifférente de l'image, qui est quelque chose de fascinant et d'écœurant en même temps, et qui se rapproche de la drogue, assurément. Là. Je pense que, oui, quand on dit, il y a une sorte d'inflation de l'usage du mot shit en anglais là, pour parler de n'importe quoi. Et je pense que ça me vient à l'esprit que c'est probablement une sorte de contagion du vocabulaire des drogués. Quelle merde tu t'es injecté, là? Bon, c'est bon, l'espèce de n'importe quoi qui se dispense objectivement, là. Et bon, c'est le régime moderne de l'image et de la consommation au sens limité comme au sens général. La consommation de substances et puis la consommation d'objets. Il y a une sorte elle a une sorte de tonalité ou de structure excrémentielle. C'est de l'extime, en quelque sorte, quelque chose qui nous affecte, mais qui demeure intérieur, qu'on ne peut pas vraiment croire, qui est vaguement écœurant du fait d'être si indifférent. Là. Bon, c'est toujours une sorte de partie liée avec l'indifférenciation dans tout ce qu'on désigne comme shit, au sens très large. Et donc, ça s'applique aussi aux images que les médias nous dégorgent. Là. Il y a une sorte une sorte d'inconfort de Morin par rapport à l'objet de son art, qui est la caméra. Hein. Il a l'impression de faire un travail d'égoutier quelque part. Hein. Il lui transmet très bien cette impression, d'ailleurs. Oui, c'est ça. La caméra, pour lui, est vraiment son personnage principal. Hein. Mais qu'il y a quelque chose toujours de suspect et de sale. Mais la plupart des cinéastes ne laissent pas voir la caméra. Lui ne laisse pas oublier la caméra. Hein. On a toujours l'impression que cette image, c'est bien un objet indépendant, vaguement suspect, parce que qui est-ce qui a cadré ça, et qu'est-ce qu'il a mis dans ce cadrage, et quels sont les tenants et les aboutissants de ce cadrage. Donc, l'image filmée est toujours quelque chose de suspect, comme on dit, une odeur suspecte. Hein. Bon, il y a toujours une vague odeur de merde sur les images qu'il produit, parce qu'il nous montre le processus qui la génère. Le processus technique et aussi, par extension, social. Et donc, le statut psychique particulier de tels objets ambigus. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une ambiguïté entre le fait de chier et de manger ou de consommer. Il me semble qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dedans, parce que chier, c'est mettre dehors un objet nuisible qui serait nuisible s'il ne sortait pas. Et en même temps, se droguer, c'est introduire un objet nuisible qu'on n'aurait jamais dû sortir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que, au fond... On fabrique du nuisible. On n'introduit pas nécessairement de nuisible, on le fabrique. Ça devient nuisible en aval, mais c'est pas quand on l'avale que c'est nuisible. C'est à l'autre bout du processus. C'est la drogue aussi. Mais c'est sûr que le processus lui-même n'est pas ragoûtant. Là. C'est sûr, le processus d'injection, là, wow. Et puis ce que ça fait au corps. Alors, c'est ça, il faut vivre dans le caniveau, en fait, pour être un drogué. Là, il faut que ce devienne un habitat naturel. On n'est jamais loin du domaine excrémentiel, du domaine du déchet, au point de se confondre avec lui, même socialement et même dans l'aspect. Bon.
D'ailleurs, Au il y a fond, une scène, un film comme ça, c'est la révolte du déchet contre la société qui le produit. il y a une scène qui était particulièrement dégoûtante. C'est quand il y a un des drogués qui s'est infiltré une seringue pour prendre du sang et se le réinjecter. Je ne sais pas si c'est bien ce qui s'est passé parce que la qualité n'était pas Ouais. exceptionnelle, mais il Ah oui, semble à qu'il quel a- moment ça arrive? il me semble que c'est au début. Il fait un gros plan Ouais. Au sur ça. début, au Ouais. début, oui. Moi, Il j'ai prend du pas. sang, il se le réinjecte, oui. C'est ce que j'ai pensé. J'ai pensé qu'il mélangeait la drogue avec son sang pour que ça soit moins. Réinjecter le sang. Mhm. Ah oui, OK. Mais il y avait de la drogue dedans aussi, non? C'est bon. Je sais pas. C'est Je sais ça, pas c'est non ça que j'ai trouvé bizarre. Hein. plus. Ouais. C'est drôle, ce film, il nous éclate le cerveau, là, puis on n'est pas capable d'arriver à le cerner. Bon, ben lui aussi, commençons par constater ça. Lui aussi, il a une construction éclatée, comme Yes Sir Madame, comme le Beau Sans Cœur, dans une moindre mesure, Windigo. Il y a ça. Et bon, le point de vue change constamment. Ça prend même un certain temps pour qui regarde qui. Tu sais, bon, euh, Oui, c'est ça. qu'est-ce qui est impliqué dans ce regard? Quelles agressions, quel rapport de pouvoir? On a du mal. Moi, j'ai perdu mes repères, mes habitudes de vision. Ah ben là, oui. On les perd, là. Je ne sais plus qui regarde quoi. Est-ce que je suis un témoin ou un spectateur il faut continuellement réajuster son regard pour. Mais c'est ça qui c'est. Au fond, ça ressemble à la vogue depuis plus vers le début du siècle des found footage films, hein, comme Blair Witch Project. Hein, bon, des films qui sont faits avec ce qui est censé être des films retrouvés d'une genre d'expédition malheureuse qui se termine par la mort des personnages. Puis on retrouve les films qu'ils ont filmés avec leur caméra. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est comme souvent, c'est comme antérieur à la banalisation des prises de vue. Là. Il y a quand même il y a des bobines souvent encore, là, mais il y a une sorte de matérialité encore de ce qu'on retrouve. Mais l'idée que l'image est comme objectivée, puis c'est le témoignage que des gens retrouvent, ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc, tout ce qu'on a, c'est en vrac ce qui était gardé de l'expérience du témoin par l'appareil qu'il tenait et qui, par nature, n'est pas clair. Parce que c'est celui d'un témoin dont on ne connaît pas le contexte tellement. Puis si ça tient à un appareil qui parfois est ouvert, parfois est fermé, on ne sait pas les rapports, on ne sait pas. Il y a toutes sortes d'aléas, mais c'est ça qu'on nous livre en vrac. Puis c'est devenu une sorte de méthode cinématographique, en fait, une sorte de faux cinéma-vérité. On imite une sorte de cinéma-vérité en transformant ça en prétention d'un objet trouvé. Et c'est ça déjà que fait Morin, un peu une dizaine d'années en avance sur la vogue, surtout de certains films d'horreur. Christian, ça me fait penser, tu sais, il nomme à un moment donné, c'est comme, tu es en train de nous créer une boîte noire. Exactement, oui. La caméra obscura en plus, mais aussi la boîte noire d'un avion qui on sait qu'il va avoir un accident, que ça va mal se terminer. Hein? C'est comme si l'avion est en train non, il a perdu ses moteurs, on sait qu'il va s'écraser, puis je ne sais pas trop où est cachée la boîte noire, mais on voit que le témoin s'allume et qu'elle fonctionne, là. Puis là, on est conscient que les derniers instants sont en train d'être enregistrés. Là, puis ensuite, on sait que ce qui va être analysé après que tout le monde soit mort, ça va être ce qui est enregistré dans la boîte noire.
Alors, on nous annonce que c'est ça qu'on voit, en fait. La boîte noire d'un scénario catastrophe, là, qui se termine, qu'on sait que ça va se terminer mal pour tout le monde. Mais quand il dit ça, c'est comme s'il rejette l'idée. Parce que, dans le fond, une boîte noire, c'est un enregistrement vocal. C'est pas un Oui. enregistrement visuel. Sauf que, je veux dire, caméra, ça veut dire quoi? Ça veut dire caméra obscura. Hein? C'est la même chose. Il y a une sorte d'homologie qui est faite, de saut entre la boîte noire vocale puis la caméra obscura. Oui. C'est une sorte de métaphore qui a deux sens. La caméra obscura est supposée recueillir les images qui viennent par un petit trou, là. Oui. Il y a une sorte de sélection. Et là aussi, ben, c'est assez sélectif. C'est quand quelqu'un pèse sur le piton puis il pointe dans la direction de quelque chose. Là, bon, c'est. Il y a une sorte, oui, c'est ça. On nous met on nous pointe que la caméra, ce n'est pas une sorte de regard de Dieu là, qui surplombe la situation. C'est toujours un regard situé, subjectif et même surtout objectif dans le sens que c'est celui d'un objet là, qui est manié et qu'on peut échapper. Bon, et tout ce qu'on a, c'est ce que l'objet retient. Donc, l'idée d'objet trouvé, la caméra comme objet trouvé, comme une boîte noire qu'il faut chercher dans les décombres d'un accident pour savoir ce qui s'est passé. Une sorte de reconstitution des impressions sur un appareil enregistreur. Et là, ce qui était, je trouve, différent comparé aux autres films, c'est que celui qui filme, il est présenté comme quelqu'un de neutre. C'est ce que j'ai ressenti moi, alors que dans les autres films, c'était un peu plus différent. On le voyait plus, il était au centre du film, celui qui filmait. Oui, c'est un protagoniste, alors que là, c'est simplement une sorte de kidam là, qui était happé par l'accident. C'est ça. Hein. Il y a une partie qui est censurée aussi, parce que souvent on lui demande de fermer sa caméra. Uh-huh. Je ne sais pas si c'est central ou pas. Ah, ben c'est intéressant, là. Ça recoupe le travail, en fait, comment dit-on ça, de montage du cinéaste. Hein? Le cinéaste, il filme plein d'affaires, puis il en retient seulement une portion très, très limitée. Hein? Donc, il y a ça qui se fait comme à chaud, en quelque sorte. Il y a une sorte d'œuvre. Donc, ça, ça ne fit pas dans l'œuvre qu'on essaie de créer en se laissant filmer. Hein? Donc, il y a une sorte de. C'est pas du cinéma vérité entièrement objectif. Là. Il y a une sorte de mise en scène par exemple, Yellow surtout, là, mais c'est une œuvre collective quand même aussi. Et pas seulement des êtres humains, c'est des événements qui dictent entre quelles mains la caméra se retrouve. Et Yellow, ça, c'est l'enfant d'Outremont. Hein? C'est ça, oui. C'est lui qui ferme la porte au début. C'est lui qui monte le projet d'enfermement, il me semble, si je ne m'abuse. Je ne sais pas trop ce que tu veux dire, mais c'est lui qui a l'idée de garder le témoin avec sa caméra pour que, pour une fois, il raconte le point de vue des drogués. Il ferme la porte, là, qui dit on résiste à l'envahisseur. Là. Uh-huh. C'est lui qui prend cette décision. Oui. Donc, c'est lui qui ferme la porte de la chambre obscure. Hein, oui, c'est ça. Ouais. Pour pas qu'il y ait de surexposition. Hein? Ouais. Qui monte le projet, finalement. Ouais. Et c'est ça, il faut une limitation pour que la caméra obscure fonctionne. Parce que s'il était grande ouverte, ben, ce serait juste du blanc ou du noir. Bon, alors, il faut que le point de vue soit très, très limité à une seule perspective, un seul point de vue, aux dimensions d'un point qui envahit la chambre, ou que la chambre se reflète par les signaux de la chambre passent par ce point. Il y a une sorte de sélection par le trou de la caméra.
le trou de la serrure de la chambre obscure. Oui. Oui, écoutez, c'est vraiment un film laborieux. Je pense que ce Robert Morin, en tout cas, il a un thème principal qui revient, c'est de remettre dans la dualité tout ce qui peut être ternaire ou plus que duel, en tout cas. Ouais. Il met dans un face-à-face menaçant tout. Hein, tout est ramené là-dedans, puis et, bon, quelle est la leçon? En fait, je veux dire, pour moi, ces films sont instructifs. Je ne les analyse pas comme des objets. Je les analyse comme des films qui peuvent m'apprendre des choses. Et je veux dire, une grande partie du travail de recherche que j'ai fait, je l'ai appris de mes patients, mais je l'ai appris aussi des films qu'on a analysés. Hein. Ils ont un effet stimulant, instructif, qui est indéniable. Et, et à chaque fois que je vois un film, j'en tire une leçon. Et là, j'ai l'impression que on est sur un terrain un peu miné par la violence, et c'est pour ça qu'on a un peu du mal à l'aborder. C'est dur de s'aventurer là-dedans, mais en même temps, si on veut comprendre cette violence-là, il faut qu'on résiste à l'effet de répulsif, hein, que cette violence peut inspirer. Alors, bon, disons que je peux introduire des références extérieures qui peuvent nous aider à saisir le film, parce que je ne pense pas qu'on l'ait vraiment compris. C'est peut-être même que Robert Morin non plus ne l'a pas compris et qu'il nous présente des faits bruts qui n'ont pas vraiment pour lui de signification. Et, donc, je vais apporter des éléments extérieurs qui ont rapport avec l'écoute anthropologique, que je suis supposé aussi vous enseigner, pour essayer de comprendre un peu plus le film. Je pense que Marie voulait dire quelque chose. Oui, Oui, c'est ça. Avant d'aller dans les éléments plus théoriques, je voulais juste explorer un aspect du film. Tu sais, je ne sais pas si ça vous apparaît central, mais on dirait qu'il y a comme, à la base, il y a comme une quête d'amour d'une certaine façon. Hein. Puis la femme le nomme vraiment clairement en disant, moi, si j'avais une amoureuse, une fille, j'aurais pas besoin de la drogue. Il y en a une à un moment donné qui parle de son enfance aussi, puis qui dit, tu sais, quand le caméraman il demande pourquoi elle se drogue, elle dit si j'étais heureuse, si j'avais été heureuse, je me serais pas droguée. C'est tout ce que je peux dire. Fait qu'il semble y avoir peut-être un filon là qui est puis en même temps l'apaisement des tensions physiques et intérieures, dans le fond, hein, causées peut-être par cette absence-là. En tout cas, je me demandais juste, il y a peut-être quelque chose autour de ça. Ben, c'est sûr que c'est des gens qui sont en manque. Hein. Ouais.
c'est pas juste à cause de la drogue, parce qu'il y a genre un manque que la drogue vient combler. Hein. Bon. Yellow, par exemple, il y a quelque chose avec ses parents qui ne semblent pas être ses vrais parents. Donc, il y a une sorte de manque, une sorte de déficit. Et une sorte de creux dans les médiations structurantes de l'identité humaine dite normale. Donc, qui est comblé avec des moyens de fortune qui finissent par prendre toute la place en court-circuitant justement les médiations sociales psychiques habituelles. Mais c'est parce qu'il y a cette vulnérabilité première là, de manque d'amour, en gros. Là. Oui, ce qui est paradoxal puisque cette drogue apporte un excès. C'est curieux que cet excès amène le manque juste après. Hein? Et même l'indifférence. Alors, quand on nous explique ce que c'est que l'excès, c'est un excès d'indifférence. Alors, c'est ça ce qu'on appelle le bien-être. Mais au fond, c'est le fait de ne plus sentir le manque. C'est plus simple que ça, la logique du drogue. Là. Tu sais, la drogue, c'est quelque chose qui démange, puis on se gratte, bon, puis ensuite ça redémange, puis on se regratte, puis ça devient de plus en plus profond comme cicatrice et de plus en plus chatouilleux. Donc, il y a une sorte d'irritation, puis une sorte de vide à combler ou de. Bon. Mais en même temps, cette question d'identité est intrigante parce que on n'a pas l'impression que l'identité est augmentée, que ces gens ont un sentiment d'identité particulièrement élevé. Au contraire, on a l'impression que leur identité se dissout progressivement. Alors, ils sont très susceptibles, hein? Ils sont très susceptibles du côté de je sais pas, leur barrière personnelle, ou en tout cas, là, bon, ils sont toujours à scraper le chignon, bon, puis à s'accuser de ne pas être à la hauteur des attentes morales de leur vie en commun, bon, puis sauter, sont très colériques, sont toujours. Il y a des identités, mais elles sont fragiles. Et la drogue sert à mettre un baume sur cette fragilité, cette blessure identitaire, quoi. Bon. Ce manque continuel de solidité de leur identité. Mais le film précédent nous indiquait qu'il y avait l'alternance entre l'identité et la dissolution de l'identité. Ah oui. Avec le Winnipeg, là, Winnebago. Windigo. Winnebago. C'est quoi le Winnebago? C'est comment on appelle ça? Une grande caravane roulante là, pour le camping. Là. Bon, une sorte de maison roulante. Là. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est toujours un parcours fluvial, hein, parce que la dissolution de l'identité dans le film précédent venait de ce parcours fluvial infini qui ne laissait pas les choses éphémères durer très longtemps en rapport avec l'infinité du parcours. Donc, Et là, on a des fluides aussi, qui sont généralement le sang, que ce soit le sang des camés ou le sang des blessés. Il y a beaucoup de fluides quand même dans ce film. Là, hein. Là, c'est le corps littéralement qui se dissout, hein, qui passe à l'état liquide, qui se répand. Les frontières du corps sont sinon poreuses, en tout cas percées. oui. Donc, ça fuit de toutes parts. L'identité fuit de toutes parts. Et donc, il faut remettre du fluide dedans pour essayer de la pousser un peu plus loin. Hein.
C'est ça, c'est ça. Le panier percé, en quelque sorte. Oui. Ah ouais, on a... Un tonneau de Danaé. Voilà, le Danaïde qui ont leur tonneau percé, ouais.